Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Coucou. Bonsoir Tara. Bonsoir Nathalie. Comment ça va? Bien, bien et toi? Ça va bien. Alors, il est quelle heure chez toi? T'es en Guadeloupe, c'est ça? Oui, c'est ça, il est 15 heures passées. Ok. Je suis contente de te rencontrer parce que c'est la première fois qu'on se voit. Ouais, Et ravie de te rencontrer, d'avoir cet échange avec toi ce soir. Tu partages une formation sur la plateforme Pawa. Qui est disponible depuis le début du mois avril et qui s'appelle du chaos qui fait peur au chaos créateur. c'est Et ça. voilà, donc on est là pour parler de ça et aussi entre autres de tout ce qui va nous passer par la tête et aussi de ton parcours parce que tu as un parcours, tu es vraiment une entrepreneur multicasquette, tu as fait plein de choses et tu fais encore plein de choses et du coup je suis vraiment honorée de te rencontrer ce soir. Merci Tara. Ben, moi, je suis honorée d'être là avec toi et avec toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Je reconnais des noms et bienvenue aux nouvelles personnes que je ne connais pas encore. Et je suis vraiment contente de tenir cet espace avec toi parce qu'on traverse des moments tellement Ouais. complexes que je pense qu'on a vraiment besoin de se retrouver entre personnes qui ont envie d'en faire quelque chose de ce moment historique qu'on traverse. Ouais. Ouais, et puis d'avoir peut-être pouvoir échanger pour avoir peut-être des clés de compréhension de ce qui Mm. se passe et aussi peut-être de se reconnaître dans certaines périodes ou sentiments ou sensations qu'on peut ressentir, ou parfois on peut se sentir un peu seul là-dedans ou isolé. Et Mm. le fait d'échanger, ça permet de se rendre compte qu'on est nombreux en fait à avoir parfois ces mêmes élans, ces mêmes énergies. On va parler du chaos ambiant là qui est là depuis pas Mm. mal de mois. Et c'est vrai que ça peut être une énergie qui est éprouvante en fait, qui demande beaucoup d'énergie. Alors même si on Ah fait oui. attention à soi, à sa santé, même si on est voilà, on mange bien, je sais pas, on dort bien, on prend vraiment soin de ses piliers de santé, on peut se sentir épuisé. Et moi je le vois sur moi, mais aussi sur les personnes qui sont autour de moi. Mm. Et ouais, ça prend beaucoup d'énergie tout ça. Ouais. Comment ça se passe pour toi en ce moment? C'est drôle parce que je sors d'une période justement, j'ai passé un mois, le mois dernier, c'est ce que je disais ce matin, je faisais un live dans ma communauté et je partageais que mois de mars et début avril, ça a été difficile. Ouais. Euh, Comme tu disais, pas dans ma sphère personnelle, parce que je fais attention à ce que je mange. Enfin, il y a tous les basiques de prendre soin de mon corps physique, de mes émotions, de mes énergies. Euh, je fais et ça se passe très bien, mais j'ai l'impression qu'on arrive à un palier où, on en parlera d'ailleurs pendant notre échange, je pense, mais ce qu'on a vécu, ce qu'on vit depuis l'année dernière, c'est comme si on vivait un burn-out collectif. Hmm. Et donc c'est normal d'être touché par les énergies collectives en ce moment. Et moi, ça m'a vraiment plombée en fait, de voir tous les dysfonctionnements de notre système et notamment du système de santé, puisque c'est un sujet quand même qui me passionne et ça fait 15 ans que je travaille dedans. Il y a eu plein de rêves et d'illusions que j'avais qui sont tombés là, en réalisant qu'en fait, bah non, on est gouverné par des responsables qui sont pas du tout pour notre santé. Et voilà, j'ai dû faire le deuil de pas mal de choses, mais en même temps, cette phase de contraction, je pense que j'ai réussi à la transformer et à me dire il faut que j'écrive dessus. Pas pour uniquement Hmm. dénoncer, mais pour voir comment transformer ça ensemble et se dire bon bah ok d'accord, c'est ça la réalité du terrain. Si tu veux prendre soin de toi, des autres, de la planète, c'est à toi d'aller voir, d'aller chercher, d'aller documenter, et c'est l'occasion du coup de lâcher un ancien paradigme. Hmm. Et ça demande de rentrer dans sa bulle, mais c'est pas évident de le faire tout seul. Et c'est là où la communauté joue un rôle essentiel. On est des humains, on a besoin de sentir qu'on appartient à un groupe, à une tribu. Et donc voilà, là je sors et je suis en phase d'écriture intense et donc je suis super contente.
Hmm. Ouais, comme tu dis, c'est vrai, c'est une grande période de transformation. Alors évidemment, il y a plein de choses qui bougent et c'est plutôt positif. Enfin voilà, il y a comme dans chaque crise, c'est une opportunité, mais ça demande ouais de faire des deuils de certaines choses qui étaient là avant et qui ne seront plus, et on ne sait pas trop comment ça va se transformer. Et c'est un vrai processus, ouais, dans lequel on est responsable et créateur et actif en fait. Donc ça demande beaucoup de Et ressources. Mm. il y a une idée qui me vient là, je te propose, on peut demander aux personnes qui nous écoutent là, Ouais. si elles, ça leur parle, cette idée de faire un deuil, et est-ce que vous avez envie de partager ce que vous avez identifié comme deuil à faire pour vous. Si ça vous dit, ça nous permettra nous aussi de rebondir sur vos partages et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans les Insta Live, c'est qu'on puisse vraiment rebondir en fonction des personnes qui sont là et Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Dites-nous comment ça se passe pour vous et puis sur ces notions du deuil justement, ouais, complètement. Mm. Et alors, tu parlais de processus créatif et d'écriture. Est-ce que tu t'écris un livre là-dessus ou sous quel format tu écris tout ça? oui, alors ça faisait déjà depuis l'année dernière. Donc juste pour redonner le cadre pour les personnes qui me connaissent pas, en fait, je suis médecin du monde classique, vraiment conventionnel. Même si ça fait plusieurs années maintenant que j'ai décidé d'explorer une autre manière de voir la médecine, de s'approprier sa médecine. Mais à la base, je viens vraiment du milieu médical classique. J'ai exercé pendant 5 ans comme médecin chez les pompiers de Paris. Et en fait, je dirais ce qui m'a sauvée, c'est mes origines indiennes et le fait d'avoir grandi en Inde. Même si à l'époque, je rejetais ma tradition, vers 25 ans, je me suis dit, mais il manque quelque chose dans mes études médicales, tout ce qui est la prévention. Moi, c'est pour ça que j'avais voulu faire médecine, c'était de comprendre la magie du corps humain et de comprendre comment est-ce qu'on peut rester en bonne santé toute notre vie, en fait. Et j'ai été frustrée avec mes premières années de fac, puisqu'on rentre tout de suite dans la pathologie, dans les diagnostics, dans les traitements médicamenteux, et en fait, je me suis dit, bon, ça c'est bien, mais tu vois, en cours de nutrition, en 10 ans d'études, j'ai eu une semaine. Et encore, on s'est Mm. focalisé sur les kilocalories, les glucides, les lipides, les protéines. Enfin, pour moi, c'est pas ça la nutrition, quoi. Mais en psychologie, pareil, une semaine. Et puis, c'était juste des textes. Et là, je me suis rappelé mes grands-parents qui mangeaient en fonction des saisons, qui utilisaient telle ou telle épice, telle ou telle plante. Et c'est lors d'une formation en médecine humanitaire que je tombe sur des écrits d'Ayurveda. Et là, je me dis, mais c'est ça, en fait, qui me parle. Il y a vraiment quelque chose de cohérent entre ce qu'apporte la médecine occidentale, parce qu'elle apporte des choses, évidemment, et ce qu'apportent les traditions ancestrales. Je vois juste Karine qui partage dans le deuil qui se passe pour elle, c'est Ouais. deuil du fonctionnement de l'hôpital public. Merci de poser ça, Karine, parce que justement, je travaille avec pas mal de médecins et de soignants de l'hôpital public et c'est vraiment difficile. C'est vrai. Mm. Ça fait partie des deuils qu'on vit collectivement et individuellement. Ouais. Ouais. Et du coup, là, par rapport à cette découverte de l'Ayurveda, pour moi, ça a été le début d'une ouverture d'un champ des possibles. Et pour résumer un peu, parce qu'après ça a duré 15 ans cette exploration, ben, j'ai dû faire le deuil justement. À un moment donné, je suis arrivée à... Mon métier se passait très bien, j'habitais à Paris, j'avais un appartement de fonction. En plus, c'était des horaires vraiment tranquilles, hein, parce que je travaillais la semaine et j'avais mes week-ends. Donc j'avais pu mettre en place, je suis passionnée de danse, donc j'étais aussi dans une troupe de danse indienne. Enfin bref, c'était à l'équilibre parfait. J'aurais limite pu me marier, avoir des enfants, tu vois. Mais il y a un truc qui allait pas à l'intérieur de moi. Quelque chose qui disait non, c'est pas ça, non. Tu peux pas rester dans cette hiérarchie, dans ce semblant de prévention. T'as envie d'aller plus loin et ben j'ai dû faire le deuil de cette belle prison dorée et me dire non mais là il y a un truc qui est pas nourri en moi, je suis prête à tout lâcher, je sais pas ce qu'il y a derrière hein, la porte, je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté du seau, mais je sens quelque chose à l'intérieur de moi qui a envie d'aller explorer. Et à ce moment-là, mon énergie m'a amené à... Je faisais partie d'un groupe de recherche à l'OTAN sur la médecine intégrative dans le monde, qui a un terme qui existe depuis une vingtaine d'années dans les pays anglo-saxons, qui est le meilleur de la médecine moderne associé au meilleur des sages anciennes. Et il y a des services de médecine qui font de la médecine intégrative aux Mm. États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays d'Europe. Et là, j'avais eu l'occasion de rencontrer plein de pionniers
dont Deepak Chopra, que vous connaissez sûrement, qui est ce médecin américain d'origine indienne qui a développé l'Ayurveda aux États-Unis. Et c'est un voyage qui m'a vraiment nourrie parce que ils m'ont montré, ces pionniers et ces pionnières, que c'était possible d'imaginer ces ponts entre ces deux approches qui étaient complémentaires. Et c'est comme ça que, après cette aventure aux États-Unis, puis après, je suis retournée régulièrement en Inde aussi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai envie de lancer ça en France. Et donc, j'ai créé ma première entreprise, qui est l'Institut de santé intégrative, pour former les soignants conventionnels, mais aussi le grand public, les parents, toutes les personnes qui s'intéressent à leur santé. Mm. Et voilà, ça a duré plusieurs années. J'ai adoré cette phase-là, mais là encore, je me suis rendu compte que je me donnais toujours à fond contre un système. J'avais cette intime conviction que ça allait changer, que ça allait bouger, mais depuis quelques années, je sens que on a beau montrer toutes les preuves scientifiques que la respiration, ça a un impact sur la santé, que les pratiques psychocorporelles, ça a un impact sur la santé, que la médecine chinoise, ça apporte, la médecine ayurvédique, ça apporte, mais ça bouge pas dans les hôpitaux publics. Pourquoi? Alors que ça ferait du bien aux soignés, mais aussi aux soignants. Et on va dire que la vie est bien faite. J'ai dû faire aussi un deuil de tout mon investissement que j'avais fait en région parisienne. Et la vie m'a amenée en Guadeloupe, un peu par hasard. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette île. Ça m'a redéstabilisée. Parce que tout ce que j'avais planifié pour mon entreprise, j'ai commencé à faire les allers-retours régulièrement entre la France et la Guadeloupe. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était plus juste pour moi, c'était plus aligné. Donc, de nouveau, je suis rentrée dans un chaos. Et de nouveau, je me suis dit, c'est quoi le cadeau derrière? Qu'est-ce que mes tripes me disent de faire? Et j'ai commencé à parler un petit peu de mes différents burn-out, que ce soit à l'époque où j'étais encore dans le milieu conventionnel ou même après, en tant qu'entrepreneur, de me dire, mais c'est bizarre d'être en burn-out alors que tu fais ce qui te passionne. Et je pense que plusieurs personnes se reconnaîtront ici. Des thérapeutes, des coachs, des personnes qui sont au service, qui font ce qu'elles aiment, qui sont dans leur mission de vie, mais qui, à la fin de l'année, sentent que elles sont vidées, elles sentent que elles sont pas forcément satisfaites avec l'argent qu'elles rentrent, alors qu'elles se donnent à 200% tous les jours, tous les week-ends. Et là, je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas capté chez moi dans mon corps, et c'est là où j'ai commencé à explorer un petit peu les cycles de la femme, les cycles de la nature. Et je me suis dit, mais on est tellement conditionné à être toujours dans l'action qu'on oublie une partie de notre corps, de notre système nerveux, de notre boussole intérieure. Et en faisant des expérimentations sur moi, sur les cycles, je me suis rendu compte que j'avais envie de partager ça avec d'autres femmes, que plusieurs femmes que je rencontrais, que ce soit des collègues ou des personnes que j'accompagnais, on se rendait compte que on n'était pas linéaire, quoi. On n'était pas toujours en mode guerrière. Et c'est là en fait qu'est née petit à petit l'envie d'accompagner sur un cycle de 9 mois des femmes pour qu'elles puissent accoucher d'elles et de leurs projets sans utiliser les forceps de ce que j'appelle l'entrepreneuriat patriarcal. Parce que j'ai pas mal évolué dans les milieux des startups à Paris. Et voilà, quand tu te lances dans un projet entrepreneurial, il faut y aller à 200%, il faut toujours être en mode énergie yang. Et évidemment que c'est essentiel parce que tu portes un projet que tu vas amener au monde. Mais il y a des phases de récupération, de régénération qui sont essentielles, sinon tu te brûles les ailes avant d'être arrivé à... Donc voilà comment est née la Tribe Empowering School, qui est cette école donc, que je propose en ligne avec ce parcours de 9 lunes. Et pour moi aussi, la notion d'empowerment est essentielle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup la résonance avec Power. C'est qu'en fait, finalement, si on devait résumer, on a tout en nous. On a toutes nos ressources en nous. C'est juste qu'on ne nous l'a jamais appris à l'école, on ne l'a jamais appris dans les études, on ne nous l'a jamais appris dans nos métiers. Et donc, ça demande tout un cheminement pour aller à contre-courant de ce qui se passe naturellement à l'extérieur. Et ça demande des deuils, comme on le disait au début. Mais c'est aussi le cadeau derrière, c'est que le fait de le vivre là, collectivement, c'est qu'en fait, c'est une force pour nous. On peut s'entourer, se connecter avec d'autres personnes qui sont dans ces mêmes questionnements et peut-être qu'on peut vraiment imaginer et créer ensemble
une nouvelle manière de prendre soin de soi, des autres et de la planète. Mm. Oui, merci beaucoup pour ce partage et de revenir sur ce parcours si riche où tu as dû à plusieurs reprises finalement changer de trajectoire et quelque part suivre ton intuition. Enfin voilà, c'est ce que j'entends de ton parcours, de vraiment suivre un appel malgré peut-être les conditionnements ou ce que la raison te dirait plutôt de faire et de vraiment te dire ok, ben, je sais pas où est-ce que ça m'emmène mais je dois y aller. Et tu parles aussi de ce burn-out des entrepreneurs et des personnes passionnées et ça me touche parce que c'est vrai que il est encore plus vicieux finalement ce burn-out de la personne qui est passionnée et qui entreprend et qui fait ce qu'elle aime et du coup il est encore plus difficile finalement à accepter et à voir venir et à prévenir parce que on est démunis, quoi. On a l'impression de faire ce qu'il faut, d'être à sa place, d'être dans sa posture juste, de contribuer, de faire ce qu'on aime. Et pourtant, ouais, comme tu dis, il y a l'insatisfaction, il y a la fatigue, il y a le trop plein d'activités et on n'arrive plus à s'arrêter. Et merci d'aborder ça, surtout sur cette chaîne Pawa, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de personnes qui sont dans l'accompagnement, la contribution. Et je pense que ça peut résonner. Et même moi, ça me parle à certaines périodes de ma vie où je vois que je reproduis des schémas de la course, de toujours être dans le faire, dans l'action, et de plus respecter mes propres cycles et le propre rythme de la nature où il y a toujours des phases de vide avant des phases de plein, en fait. Ouais, Mm, mm, tout à fait. merci. Merci Armand pour ton partage. Merci Tara pour ton partage. Le, le burn-out, c'est tabou déjà de manière Ouais. générale dans notre société. Quand on parle, moi j'appelle ça le burn-out première génération. Ça a été défini dans le monde de l'industrie, puis ensuite dans le monde de la médecine, des soins, comme une perte de sens, une déshumanisation et une fatigue émotionnelle chez les soignants. Déjà là, c'est difficile d'admettre qu'on en arrive à un moment donné à ça parce qu'en termes de, ça demande de l'humilité en fait de dire ah bah ouais je me suis brûlé les ailes Mm. et surtout tu vois dans l'univers de la médecine c'est tu dois toujours foncer, jamais t'es malade, jamais enfin t'as pas le droit en fait d'être en position de faiblesse sinon tu te fais manger donc ça demande énormément d'efforts pour se dire ah bah oui mon corps l'a dit stop, j'accepte de m'arrêter. Mais dans les burn-out de deuxième génération, qui sont les burn-out comme on en parle là, d'entrepreneurs qui se donnent à 200% dans leur passion, c'est encore plus tabou parce que là tu te dis mais je vais pas me plaindre quand même, je fais ce que j'adore. C'est inconcevable que j'aille mal, c'est pas Mm. possible. Je prends soin des autres donc je peux pas dire que je prends pas soin bien de moi. Ouais. Donc en fait tu vois ça crée vraiment une situation Mm. où tu vas t'isoler, tu vas mettre ça sous ton tapis et pas le regarder jusqu'à ce qu'à un moment donné ça explose. Parfois, tu es dans des conditions comme tu es indépendante, t'as pas forcément la facilité, entre guillemets, qu'on peut avoir quand on est salarié, de se mettre en arrêt maladie quelques semaines et de se dire, bon, je reviens après. Là, tu as besoin de faire rentrer de l'argent pour ton entreprise, pour ta structure. Donc, en fait, tu t'enfermes dans une boucle vicieuse. Mais malheureusement, c'est pas en continuant que ça va avancer, l'histoire. Donc, c'est encore plus pervers, en fait. Et là, pour moi, c'est vraiment les conséquences de notre système qui est pervers. Ouais. Parce qu'on a beau être indépendant, on fait quand même partie du système. Ouais, complètement, bah oui. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque dans ce cas-là de deuxième burn-out, justement, de, d'avoir encore plus de mal à le détecter, en fait, à se détecter soi-même en début ou en pré-burn-out, Oui. quand on est dans... Tout Ouais. à fait, parce qu'en fait, quand le corps commence à sentir la perte d'énergie progressive, il y a le corps va trouver une stratégie pour quand même y arriver, pour tenir, pour tu vois. En plus, on sait ce qui nous fait du bien, qui nous remonte ponctuellement l'énergie. On va plus faire attention à son alimentation, on va peut-être pratiquer plus d'exercices de respiration, de dynamisation. Mais au bout d'un moment, le corps va dire stop. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir soit un groupe de soutien, tu vois, pour que les autres te fassent le feedback. Ah, mais tu trouves pas là que
t'arrêtes pas, mais tu prends pas de temps pour toi. Donc, un groupe de soutien ou d'avoir un coach pour soi, ça peut aider aussi. C'est lui qui va te dire, oups, là, attends, t'es sûr que tu vas reprendre ce projet en plus? Déjà, regarde, t'es déjà prise avec tout ce que tu fais. Peut-être que tu devrais plutôt lever le pied. Enfin, d'avoir comme ça des retours extérieurs, ça peut aider. Mm, mm, mm. Ouais, merci pour ça. J'ai vu dans le chat aussi quelqu'un qui partageait un autre deuil. Je me permets de rebondir dessus, c'est le deuil des personnes, des relations, de certaines relations qui ne voient pas la même chose que nous dans cette situation. Et du coup, voilà, d'être contrainte de devoir peut-être se séparer ou de couper des liens avec des Ouais. personnes qui ont un avis complètement différent au nôtre. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est pas facile du tout. Et d'ailleurs, j'en parle dans l'atelier sur la plateforme Pawa, parce que je parle en fait des différents stades, comment notre cerveau fonctionne en fonction du milieu extérieur dans lequel il vit, et comment est-ce qu'il construit sa réalité en fonction de comment nous sommes nourris. Donc, on peut voir le monde de manière simple, de manière compliquée, de manière complexe et de manière chaotique. Et quand on est dans le chaos, justement, euh, tout se coupe, tout est remis en question dans nos croyances, dans nos références, dans nos repères, dans nos relations avec nos proches, avec nos collègues, avec tout le monde. En fait, tout est vraiment sur la sellette, en gros. Tout devient objet à remise en question. Euh, et là, cette période, elle est vraiment particulière par rapport à toutes les mesures qui nous sont imposées. On le voit. Comment moi je vois autour de moi, et des personnes me contactent en me disant mais j'en peux plus. Mes parents me disent qu'ils vont se faire vacciner. Moi, je suis contre. Le masque pour les enfants, j'en peux plus. Enfin, et on est amené à devoir se positionner et parfois nous éloigner de personnes qui nous sont chères, qui nous sont proches, parce que ça devient la seule possibilité, en fait. Vous sentez, c'est des vibrations, vous sentez énergétiquement que quand vous passez du temps avec ces personnes-là qui ne pensent pas comme vous, qui vous soutiennent pas dans votre démarche de transformation, de transition, de nouveau départ, ça vous remet en question, ça vous remet avec vos propres peurs, ça les intensifie. Et ça, on le sent facilement quand vous passez, vous faites un échange avec quelqu'un, vous terminez l'échange, vous êtes soit dans une posture d'ouverture, de ouais, j'ai envie d'aller plus loin. A priori, c'est que les vibrations sont bien passées, que la personne avec qui vous allez échanger, elle est dans les mêmes vibrations. Ou alors, à l'inverse, vous avez échangé avec vos parents peut-être pendant quelques temps et juste après, vous sentez que c'est crispé, c'est fermé à l'intérieur, que vous n'êtes pas sûr, que ça réveille des doutes, que là, peut-être que eux, ils étaient dans une autre énergie complètement différente de la vôtre, d'autres vibrations. Et en fait, c'est important. Moi, ce que je conseille, oui, c'est une forme de deuil. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de couper à vie. En fait, c'est ça qu'il faut, pour rassurer un petit peu le cerveau qui résonne. C'est juste de vous expliquer que vous avez besoin de prendre de la distance, parce que tout est vibration. Et là, si vous vous mettez dans des milieux où les vibrations sont complètement différentes de vous, vous voyez, ça vous vide. C'est comme les jeux vidéo, en fait. Vous avez votre niveau d'énergie qui descend. Et là, pour votre survie, pour passer cette phase de chaos de manière plus sereine, c'est important de prendre du recul. C'est important de couper temporairement. Tout en gardant peut-être dans l'invisible le lien de connexion, de nourrir la compassion, l'amour que vous avez pour la personne, et vous dire, bon, là, par contre, je vais peut-être pas l'appeler toutes les semaines, je vais peut-être pas trop d'énergie. Quitte à lui expliquer aussi, ça dépend de la relation que vous avez avec la personne en question, et dire, écoute, j'ai besoin de rester dans ma grotte, j'ai besoin d'énergie, de personnes qui me soutiennent, qui vont dans mon sens, et pas qui me disent, attention, ah non, mais t'es sûr, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand vous avez décidé de vous lancer, tous les autres autour qui l'ont pas encore fait, et qui auraient envie de le faire, ils se disent, c'est leur peur qui se réveille, en fait, et qui explique pourquoi ils ne se sont pas lancés. On reçoit ça alors qu'on s'est dit, mais j'ai décidé d'aller, c'est très difficile. Donc, ça demande en effet de réajuster un petit peu et de vous rassurer en vous disant, c'est peut-être temporaire. Moi, j'ai un bel exemple en ce moment d'une amie de la fac, donc c'est il y a 20 ans, avec qui on n'était plus en contact depuis 10 ans, alors qu'on était vraiment, je pourrais dire qu'on était des potes de fac, voilà, c'était une de mes meilleures amies. Pendant 10 ans, aucune nouvelle.
Et là, depuis quelques mois, on s'est reconnecté. Et c'est comme si on n'avait jamais, finalement, on a dû passer par des chemins différents pour aller faire nos expériences. Et maintenant qu'on se reconnecte, on se rend compte que finalement, on a vécu des choses similaires. Et c'est là où je me dis, mais la temporalité, elle n'est pas juste linéaire. Et c'est pas parce qu'on a l'impression de faire un deuil aujourd'hui et maintenant que ça veut dire que c'est définitif. En fait, rien n'est définitif. Il y a plein de temporalités. Ouais. Intéressé à la physique quantique, vous voyez de quoi je parle. Il y a des temporalités cycliques, des synchronicités. Et je pense qu'il faut faire confiance à ce processus. Mm, mm. Ouais, c'est très juste et même ce que tu partages sur le lien, c'est vrai que ça peut être une coupure de lien temporaire, mais finalement c'est aussi trouver sa juste place par rapport à l'autre. Ça va être peut-être prendre un peu plus de distance pendant une période ou voilà, c'est finalement on se rend compte que le lien il est toujours là. Même comme tu disais, si on coupe, ben, le lien reste toujours là dans l'invisible ou énergétique. Et Et parfois, ça peut être juste aussi de sentir que ben, on va prendre un petit peu de distance et que ça va nous faire du bien à nous et aussi à l'autre. Et c'est aussi une forme d'amour, en fait, parfois, de prendre ces Tout à distances fait. pour soi et pour l'autre. C'est quelque part, c'est prendre soin du lien aussi. Et ça peut être au début difficile à se rendre compte. On peut avoir l'impression de voilà qu'il faut rester proche de l'autre, mais finalement, ouais, ça peut être vraiment une forme d'amour, de respect, de bienveillance, de compassion que de prendre de la distance et de nourrir ce lien autrement, en fait, avec d'autres choses et d'être créatif à cet endroit-là. Exactement, parce que comme tu dis, en fait, le fait de s'accrocher à tout prix en disant mais je dois rester, c'est mon meilleur ami, c'est ma famille, Ouais, on risque du coup d'essayer de convaincre les autres aussi, de les amener dans notre ouais, camp. Et c'est pas juste parce que là tu te mets en mode sauveur, à dire ah, mais non toi tu sais pas ce qu'il faut faire, viens fais ouais. comme moi. Et là c'est plus juste pour toi non plus quoi, parce que tu te désalignes, tu vas perdre de l'énergie et donc c'est important j'aime bien le fait que tu soulignes quoi, c'est un geste d'amour parfois. Ouais. Ouais, complètement. Et ouais, comme tu dis, de vouloir rester trop proche, ça peut aussi, ouais, vouloir attirer l'autre, le convaincre, alors que chacun sa place. Peut-être qu'on se retrouvera plus tard, peut-être pas. Chacun aussi a ses expériences et sa route à faire. Et tout comme à l'inverse, vouloir couper un lien de façon trop brutale, ça peut aussi Ouais. finalement être douloureux aussi pour l'autre. Donc, ouais, c'est pas évident cette danse des relations dans ces moments-là. Là, depuis un an, moi, je le ressens aussi que c'est pas évident, que les liens ils se transforment. Il y en a voilà, qui se renforcent beaucoup. Il y a comme des groupes, des clans, des tribus qui se montent et c'est pas toujours facile. Mm. Mm. J'aimerais bien revenir aussi sur ton parcours parce que je sais que dans la communauté de Pawa, il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion ou peut-être des personnes qui s'intéressent à tous les sujets dont on parle, mais qui ont un travail pour le moment peut-être qui leur convient peut-être plus. Et tu as plusieurs fois changer de direction en suivant ton cœur. Et j'aimerais bien peut-être que tu nous dises comment ça s'est passé pour toi, comment s'est manifestée cette intuition. Est-ce que c'était des ressentis, des signes que tu as pu observer, des rêves, des choses dans ton corps, peut-être pour les personnes qui sont en train de vivre ça en ce moment? Euh, En fait, le jour où je me suis dit, mais c'est normal d'avoir besoin de changer, parce que j'ai senti très jeune que je sortais des cases. Le fait d'être dans une fac de médecine en France, en étant d'origine étrangère, déjà, je sentais que j'étais différente. Et finalement, le fait de pas rentrer dans les cases, je me suis dit, bah, les gens me prennent de toute façon pour une exotique. Donc ça a été un point de facilitation pour moi, je trouve, par rapport à d'autres collègues que je vois qui, eux, sont vraiment, tu vois, famille de médecins, tout est toujours bien rangé et tout. Et à 40 ans, ils disent, mais non, c'est plus ça que je veux faire, mais en même temps, je peux pas quitter. Tu vois, il y a une histoire, une question de déshonneur dans la famille et tout. Alors que finalement, moi, j'ai toujours été un électron libre. Donc ça m'a aidé. Mais sinon, le processus en lui-même, à chaque fois, ce qui s'est passé, par exemple, la première fois, quand je suis passée d'un poste, vraiment, tu vois, tout est bien sur le papier. En gros, j'avais ma retraite assurée à vie. Et, c'est la sensation de tourner en rond
de m'ennuyer, ça pour moi c'est un des signes qu'il y a un truc qui va pas en fait pour moi. De pas me sentir au service. C'est là où la mission de vie pour moi elle a vraiment tout son sens. C'est que le jour où tu te lèves le matin, tu dis bon je dois lever le matin parce qu'il faut pointer, parce qu'il faut voilà, il faut toucher son salaire à la fin du mois et qu'il y a rien qui te donne envie d'aller faire ton travail, déjà pour moi c'est des premiers signes. Ça veut dire qu'il faut, dès que tu sens ça, il faut tout de suite partir. Parce que chacun déjà a son histoire et ce qui est beau c'est le chemin, c'est pas tant il faut faire ça, ça, ça. Mais dans mes cheminements, à chaque fois il y a eu, le premier signe c'est attends, il y a un truc qui colle pas, il y a un vide. Et je me rappelle, vers la fin de mon cursus chez les pompiers, j'avais senti un appel de faire un voyage dans le désert en mode touristique, mais je sais pas pourquoi je suis tombée sur un site qui était touristique / développement personnel. Et du coup, voilà, je me suis laissée inspirer. Je me suis dit, tiens, bah, je vais faire ce voyage d'une semaine dans un désert en Tunisie. Il y a 2 accompagnateurs. Ok, d'accord, super. Et en fait, ça a été un voyage, c'est particulier, j'avais 33 ans. La symbolique, si vous savez que le Christ est mort à l'âge de 33 ans. Souvent, on dit qu'à 33 ans, c'est la fin d'un cycle et une petite mort. Et ce voyage, en fait, il a été transformateur parce que, évidemment, ça n'a pas été un voyage touristique. Hein. Les paysages étaient magnifiques et ça, c'est sûr, mais tout le processus qu'avaient préparé les animateurs, c'était vraiment une marche intérieure, en fait, avec la rencontre de tous nos conditionnements qui font que bah, on devient qui on est, pas forcément à cause de choix conscients, mais parce que c'est des automatismes qui se sont répliqués. Et là, à la fin du voyage, je me suis dit, mais en fait, je me suis pas écoutée du tout, quoi. J'ai suivi des automatismes et là, ce voyage-là, ça a été pour moi un moment où je me suis dit, mais peut-être que je peux me donner l'espace d'aller écouter mes tripes, d'aller écouter ce qui me fait envie, ce qui me donne envie de qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde, quels sont mes talents. Tu vois, c'est des questions que je m'étais jamais posées avant parce que en fac de médecine, finalement, tu es tellement dans des automatismes avancés d'année en année que tu n'as pas le temps de te poser des questions existentielles. Et là, c'était la première fois que je m'offrais ce temps-là en me disant, mais peut-être que finalement, on fait partie d'un univers intelligent et qu'on est là pour contribuer à ce fonctionnement de cet univers. Et on va dire que pour moi, ça a été ça le premier déclencheur à ce moment-là. Et après, bah, j'ai commencé à écouter les signes, à écouter mon corps. Et je me rends compte qu'à chaque changement de direction, c'est toujours le corps qui parle, soit à travers un symptôme, soit à travers une émotion récurrente. Et c'est là où je me dis, mais c'est très limitatif la médecine occidentale parce que tu as un symptôme, vite, il faut l'enlever. Tu vas pas écouter ce qu'il y a derrière. Alors que finalement, moi, parmi mes symptômes que j'appelle symptômes alliés, maintenant, il y a les brûlures d'estomac. Pareil. Depuis toute petite, j'ai des brûlures d'estomac. Maintenant, je sais à quoi ça correspond. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir, qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai besoin de réajuster dans ma vie. Et du coup, je m'offre l'espace d'aller explorer ça. Et c'est pour ça que dans le sur la plateforme, je propose vraiment des exercices pour nous reconnecter à ce corps, à ce système nerveux sensoriel et sensitif qui est une partie de notre corps qu'on a vraiment oublié avec notre société. On est très fort en analyse et en action, mais pour ce qui est de recevoir les informations, de sentir, de goûter, de voir, de recevoir, d'entendre, en fait, on peut explorer énormément de choses à travers ces signaux faibles qui nous arrivent. Et en général, ça arrive avec une maladie, un burn-out ou quelque chose qui nous oblige à nous arrêter. Là, depuis 2020, en fait, il n'y a même plus besoin de ça. C'est là maintenant. Si tu as envie de prendre le temps d'aller écouter ces signaux intérieurs, tu peux le faire. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça qui nous est proposé. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Je partageais ça déjà dans une autre interview. C'est, je crois que c'est pendant le 2e confinement, au moment où, bon bah voilà, ils ont refermé les commerces dits non essentiels, que je me suis dit, enfin, ça m'a posé la question de me dire,
ok, bon ben là, bon bah c'est le gouvernement qui décide quelque part ce qui est essentiel ou pas. Euh, et en fait, moi, ça m'a poussée à cette réflexion parce que je pratique aussi la danse. Et voilà, bon bah la danse et tout ce qui est art vivant n'est pas vraiment essentiel pour notre société visiblement, puisque depuis 1 an tout est arrêté. Et Mm. donc ça m'a vraiment posé cette question de me dire ok, mais qu'est-ce qui est essentiel vraiment à moi, à ma vie, à ma santé, à mon bien-être, à mon âme, à mon évolution. Et s'en est suivi vraiment une réflexion de revenir au cœur de mon essence, de ce qui est important pour moi et de ce que je veux mettre en priorité de ma vie aujourd'hui. Et je trouve que cette année, en tout cas, elle a ça de positif, c'est de faire un gros nettoyage et de revenir au Mm. cœur de vraiment de qu'est-ce qu'on vient faire là, quoi. Mm. Exactement, ouais. Je te rejoins complètement. En fait, face à cette folie extérieure, parce que comme tu dis, les décisions du gouvernement, pour moi en plus, qui a un pied en médecine, les gouvernements sont en train de prendre des décisions sur des arguments soi-disant scientifiques, mais vraiment, on n'est pas dedans. Donc, quand tu vois, je sais pas si tu m'entends là, parce que c'est bon. Ouais, Quand tu je vois toutes t'entends. les manipulations qu'il y a et que tu as conscience de tout ça, tu te rends compte que c'est une vraie folie. On est dans une cacophonie, dans une aberration des systèmes, je dis ça parce que c'est quasiment tous les pays. Hein. Et ben moi, je dis aux gens, vu que tout le monde est fou autour de nous, c'est le moment d'assumer toutes tes folies. Tu te rappelles toutes ces choses que tu aurais eu envie de faire, mais tu dis non, mais c'est trop fou, non, mais Mm, non, arrête d'être perché, non, mais on revient sur Terre. Ben là, c'est le moment d'aller voir. Ça peut être un exercice intéressant d'ailleurs que vous pourriez faire ce soir, c'est de vous dire, de faire un petit flashback dans votre vie et de vous dire quels sont les moments où les tentatives un peu avortées, où je suis pas allée jusqu'au bout parce que c'était trop fou, parce que ben là, en fait, avec ce qu'on vit collectivement, c'est le moment d'aller tester vos folies parce qu'en fait, on n'a plus rien à perdre, comme tu dis, je pense. ouais, ouais, complètement. Mm. Quand tu as fait tous ces changements de vie, comment est-ce que tu as géré? J'imagine que tu as eu des peurs qui se sont manifestées et comment est-ce que tu as géré ça pour continuer toujours dans dans cette réflexion-là, peut-être pour les personnes qui sont dans ce moment-là de justement de changement, de métier, de lieu de vie. Enfin voilà, il y a tout un remue-ménage en ce moment. Et comment est-ce que tu as fait face à ces peurs? Comment est-ce que tu les as traversées? Déjà, encore une fois, alors je me suis fait accompagner par des thérapeutes, des coachs, et c'est toujours hyper intéressant d'avoir des feedbacks de personnes extérieures qui viennent te dire c'est normal le processus, c'est normal d'avoir peur. Tu t'es créé une vie à partir de certains repères, là tu es en train de changer les repères, donc c'est normal qu'il y ait une partie de toi qui est déstabilisée, à qui tu dis bah maintenant il faut sortir de ta zone de confort. Et, euh, et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la cartographie, je dirais, des chakras, qui sont ces centres énergétiques qu'on a le long de la colonne vertébrale, et qui nous parlent de notre premier chakra, donc le chakra de la base, le chakra racine, comme étant le chakra qui nous permet de nous incarner dans la matière, qui nous permet de sentir la sécurité, la stabilité intérieure. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma manière de vivre avant toutes ces prises de conscience, ben, je me laissais, mes repères étaient extérieurs. La sécurité, c'était avoir un salaire, c'était avoir un appartement, c'était la liste. Quand tu décides de te lancer et de revisiter tout ça, ben, tu te rends compte que la peur, c'est l'émotion naturelle parce que tu es en train de te dire non, finalement, c'est plus ça. Mais c'est quoi alors? C'est quoi la stabilité? C'est quoi la sécurité si c'est pas la fiche de paie, si c'est pas ci, c'est pas ça? Et c'est là où revenir dans son corps, c'est essentiel, c'est parce que tu vas commencer à aller ressentir la vibration de la stabilité, de la sécurité. C'est là où le langage de chakra est fabuleux parce qu'en fait, il y a des outils pour apprendre à. Tu vois, à chaque fois que tu regardes la couleur marron ou rouge, j'essaie de voir ce que ça te fait. Et ça va nous ramener à l'énergie de la Terre, en fait. C'est des longueurs d'onde, des couleurs qui sont à très basse fréquence et ça descend un petit peu notre énergie, notre niveau d'attention. Et ça nous ramène, en fait, dans ce premier chakra. Et c'est normal que les premières fois qu'on y va, il y a plein de peurs qui peuvent ressortir. C'est des peurs qu'on n'avait jamais pris le temps de regarder. Donc, ces phases, quand on rentre pour la première fois, c'est normal que ce soit exacerbé. C'est pour ça que c'est intéressant de
d'aller explorer ça à la fois seul parce que tu as besoin d'aller voir à l'intérieur de toi, mais aussi accompagné d'autres personnes qui soit Mm. font ce processus en même temps que toi, soit de professionnels aussi qui sont là pour ça. D'aller te renseigner, d'aller... Aujourd'hui, on a tellement développé les outils en ligne qu'il y a mille et une manières en fait. Mais je dirais la première chose, c'est de se dire, mais c'est normal. C'est normal que bah, derrière chaque changement, il y ait une peur qui se déclenche. Et le petit truc qui m'a aidé, moi, c'est de me dire, derrière chaque peur, il y a un désir inassouvi. Donc, Mm. si j'accepte d'aller voir cette peur, derrière, c'est quoi le désir? Mm. Et peut-être qu'en regardant la peur de cette manière-là et en transformant cette peur en désir, bah, ça va te mettre dans l'énergie de créativité, de Mm. te mettre en mouvement. Ouais, complètement, ouais. C'est ça, c'est l'art de distinguer aussi les niveaux de peur. Ce que tu dis, ça me Mhm. rappelle une phrase que m'avait dit ma mère quand j'étais petite. Elle me déposait à un stage de danse que j'allais faire et j'avais super peur et j'avais tellement peur que je voulais même plus y aller. Et elle me disait dans la voiture, mais enfin, elle me disait, est-ce que tu sens que t'as peur parce qu'en fait t'as trop envie d'y aller, du coup t'as tellement envie d'y aller que t'as peur. Et en fait je lui avais dit bah oui en fait c'est vrai t'as raison j'ai trop envie d'y aller mais je sais pas en fait j'ai tellement envie d'y aller que j'ai peur et cette phrase elle m'est toujours restée parce que c'est Mhm. vrai que parfois il peut y avoir des peurs comme ça qui sont très très grosses mais qui cachent en fait une grande excitation, une grande curiosité et comme tu dis un désir. Mm. Ouais, et c'est pour ça, moi, je propose aux gens de s'entraîner à se rappeler. Là, j'ai peur de faire telle action. Bon, je décide de la faire, j'y vais. Et après, si en plus je ressens une satisfaction, prends le temps d'enregistrer cette information, de sentir, de célébrer et de te rappeler que tu avais peur au début. Parce que le cerveau va se dire, ah bah oui. Ce qui fait que la prochaine fois que tu auras peur, il pourra se dire, ah oui, mais rappelle-toi, la dernière fois, tu as eu peur, mais tu es quand même allé et finalement, ça t'a fait du bien. Donc, c'est à nous de créer nos propres réflexes positifs qui vont nous donner envie de d'un point de vue quantique, plus ça te fait du bien, en fait, plus l'univers va t'offrir des occasions où tu vas pouvoir transformer une peur en désir et en action alignée avec toi. Mm. Mm. Complètement. Et alors, moi, j'ai une autre réflexion qui me vient. J'aimerais bien en discuter avec toi par rapport à la situation. Bon, voilà, on parle de la situation globale avec un peu une folie, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, un peu un chaos extérieur qui se reproduit à l'intérieur, et bref. Et, euh, et quelque part, tout ça, ça peut avoir tendance à... Enfin, on sait pas trop qui de l'œuf ou de la poule, mais en tout cas, une déconnexion générale. Et moi, j'ai une réflexion autour de la numérisation du monde qui a lieu aussi en parallèle avec toute cette situation depuis un an. Et à la fois, tu vois, c'est sûr, là, on peut discuter de tous ces sujets-là ensemble. Ça nous permet de nous connecter, de nous retrouver, de créer des communautés comme Pawa ou comme la communauté que tu as. Donc à la fois c'est positif et à la fois moi j'ai aussi pour le coup on parlait de peur, tu vois, ben moi j'ai une peur ou en tout cas une réflexion de me dire comment ça se serait passé toute cette situation là s'il n'y avait pas eu les écrans et internet et je pense que ça aurait été difficile de confiner le monde entier si on n'avait pas eu les écrans. Je pense on aurait, enfin, tu vois, on serait pas resté chez nous en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Donc, je sais pas en fait. Ouais. c'est intéressant. J'avais jamais vu les choses de cet angle-là, tu vois. Et moi, je me Et demande du pas coup, moi, je si me dis, vas-y. ouais. Bah, du coup, je me dis, ok, les écrans, c'est super, ça nous connecte, et à la fois, je me demande, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, je le vois chez moi que ça peut créer une forme de passivité ou d'accepter des choses Mm. que, en temps normal, j'aurais pas accepté en fait. Et c'est comme si je parle vraiment de moi, tu vois, mais j'ai l'impression que comme si ça m'endormait un peu et je me dis, bon, ben, ok, je reste chez moi, mais de toute façon, je peux parler à mes amis sur Facebook, tu vois. Ouais, Alors que s'il y avait pas ce moyen-là, ben non, bah tu me confines pas en fait. Je sors de chez moi et ouais. je fais ma vie. Mm. Non, mais c'est super intéressant le point que tu soulèves.
parce que je me dis que si on en est arrivé à là avec ce confinement et tout, c'est justement parce qu'on est hyper numérisé. Je pense Ouais, qu'il y aurait pas eu comme ça soudain quasiment tous les États dans le monde qui disent allez maintenant on confine ou tu vois, c'est à cause d'Internet qu'on en est dans cette situation aussi quelque part. ouais, Après, je partage aussi ton point de vue sur ok, c'est génial, on arrive à se connecter un peu partout sur Terre, on arrive à développer ce sentiment d'appartenance avec des personnes qui pensent comme nous. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de couper un autre mode de connexion qui est d'humain à humain directement, en chair et en os? Ça, c'est sûr, hein, c'est évident. ouais, Euh, Moi, quand j'ai lancé mon programme en ligne il y a 3 ans, je me suis vraiment questionnée. Parce qu'à cette époque-là, c'était pas encore, il n'y avait pas encore eu ouais, le Covid. J'ai eu plein de profs de yoga, par exemple, qui m'ont ouvertement dit, mais c'est n'importe quoi de faire des cours de yoga en ligne, c'est n'importe quoi de ouais. faire de la méditation en ligne. Et je peux comprendre. C'est sûr que dans un espace de yoga, de tai chi, de qigong, en présentiel, ça t'apporte plein de choses que tu n'as pas en ligne. Et à l'inverse, en ligne, ça t'apporte d'autres choses que tu n'as pas en présentiel. Oui, Et moi, c'est la ça. raison pour laquelle j'investis cet espace-là maintenant, c'est parce que pour l'instant, c'est le seul moyen de communication qu'on a. Mais j'ai toujours conscience en arrière-plan que pour moi, c'est temporaire. Et d'ailleurs, quand j'ai créé mon école, l'idée, c'était d'avoir une partie en ligne et une partie en présentiel. Ça n'a pas pu se faire tout de suite. Là, l'année dernière, ça s'est pas fait. Et pour l'instant, j'attends de voir parce que on n'est pas encore sûr là pour cette année et l'année prochaine. À mon avis, c'est difficile de faire des plans avec les aléas et avec le fait que on contrôle rien du tout. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, c'est comme tout. Un outil n'est ni mal ni bon en soi. C'est ce qu'on en fait. Et du coup, moi, ce que je conseille aux personnes, c'est d'être vraiment euh, connecté quand vous allez chercher des infos, quand vous allez vous connecter sur les écrans, et de pas rentrer en mode automatisme à scroller Mm, sans mm. être vraiment présent. Là, ça fatigue. Là, ça tue votre énergie vitale. C'est vraiment d'avoir voilà, tiens, je me connecte pendant 1 heure, je vais faire ça. Tiens, je vais passer 10 minutes pour faire ça. Et après, vous déconnecter et vraiment ne pas oublier d'aller vous connecter à la nature. Mm. Si vous pouvez aller voir Ouais, des gens, c'est bien. C'est pas forcément évident en fonction de où vous êtes, mais la nature, vraiment, moi, ce qui me permet d'avoir mon équilibre là, parce que je travaille quasiment à 100% en ligne, c'est qu'on a des rituels toute la journée avec mon chéri. Le matin, avant 10 heures, je suis pas sur les écrans. Je fais ma pratique de yoga, je vais voir mon manguier, voilà, on est plus dans le corps. Entre 10 heures et midi, soit je suis sur mon ordinateur, soit avec mes coachings en ligne. Oui, il y a les oiseaux de mon manguier que vous entendez. Et sinon, je travaille jusqu'à 17 heures à peu près. Et après, pareil, on a un rituel, on va prendre un bain à la mer pour vraiment nous déconnecter aussi. Et on revient. Et là, soit je fais de la danse. J'ai trouvé un super site d'une américaine où j'ai pris un abonnement et du coup, pendant une demi-heure, je me défoule dans le corps. Et après, le soir, c'est soit tranquille, soit en ce moment, comme je suis à fond dans l'écriture de mon livre, je m'autorise un petit peu à être dans cette créativité. Mais voilà, de vraiment, c'est pas comme un travail en présentiel où tu pourrais dire, voilà, je vais partir 3 heures, faire un cours. Là, il faut vraiment, et c'est là où on fait une erreur monumentale avec les enfants et l'éducation nationale, à se dire, c'est facile, ils ont qu'à faire l'école à la maison avec les écrans. ouais. Ben non, pas du tout pareil. Les profs sont pas formés à ça. Moi, je m'en suis Mm. rendu compte la première fois que j'ai lancé mon programme, c'est pas intuitif, c'est pas pédagogique en fait de se dire on va faire un cours comme si c'était dans une salle. C'est pas du tout la même chose. Ça Ouais. demande à comment je capte l'attention, comment je transforme mon contenu pour que les gens veuillent aller demander, aller se questionner, et c'est maximum 30 minutes, Mm. 45 minutes. Après, l'attention, de toute façon, tu l'as plus. Donc, il faut faire des pauses régulières, il faut faire bouger les gens, enfin, tu vois. Et là, je sais Mm. pas trop ce que ça va donner en termes d'apprentissage pour les enfants, mais voilà, pour parler de cet outil numérique, moi, je vais aller encore plus loin dans ta réflexion. L'une des raisons pour lesquelles j'ai passé un mois de mars très difficile, c'est que moi, je suis allée voir vraiment les pires possibles avec tout ce qui nous arrive. Si on commence à rentrer dans le fait que les gouvernements font pas ça par incompétence, mais parce qu'il y a un plan derrière, Mm. notamment de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, y compris la santé. On voit que ça commence à monter énormément, même dans le. Là, récemment, j'ai vu une vidéo de
de policiers américains qui descendent, qui font un contrôle dans un magasin, et ils ressortent, il y a un chien, c'est un robot. Hmm. Ok. Tu vois, en fait, il se passe plein de choses en ce moment en termes de numérisation, d'intelligence artificielle dans tous les sens. Et là, je me dis, waouh, où est-ce qu'on va là? C'est Matrix, en fait. Donc, ça Hmm. peut être le côté pervers de tout ce qu'on a laissé faire, finalement. Que Hmm. si on n'avait pas Internet et on se serait dit, non, bah, maintenant, c'est plus possible, on sort tous et on va dire que c'est pas possible. Bah là, en fait, on s'est adapté, mais là, il peut y avoir des choses encore pires. Ouais. On s'est adapté et même on s'en est rendu un peu dépendant, quoi, parce Mm. qu'aujourd'hui, on peut hein, toujours quitter tout ça, mais c'est compliqué maintenant quand même. Ah bah c'est sûr, ouais. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est une réflexion que j'ai en ce moment et je suis contente d'en parler avec toi. Euh, pour un peu clôturer tout ce débat, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais Ah ouais. je voudrais te poser une question. De quoi le monde a besoin? Je suis là. Hein. Ouais. Selon moi, de quoi le monde a besoin? Je sais pas quoi répondre pour le monde. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est selon moi, de quoi j'aurais besoin en me connectant à l'énergie de notre collectif? Peut-être de plus d'humanité, de plus de compassion, plus d'amour. Surtout là où ça devient tendu et difficile et réactif, quand on est face à quelqu'un qui pense pas comme nous ou qui porte le masque en permanence alors qu'on est contre, par exemple. Moi-même, hein, je sens des réactions viscérales quand je vois des amis qui sont en train de donner des cours de respiration avec le masque. Je me dis, mais arrête, quoi. Enfin, et là, ben, je me dis, non, c'est pas ça. Le monde n'a pas besoin de cette vibration. Ok, ça, c'est ma réaction. J'accueille, j'observe, je sens, mais je libère ça et je me remets dans cet espace d'amour et de compassion en me disant, mais la personne fait du mieux qu'elle peut. Et voilà. Et je peux pas changer les choses, je peux pas. Si j'ai cette énergie à vouloir changer quelque chose, je vais le mettre à un autre endroit, mais je vais pas aller en mode attaque. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Il y en a déjà tellement énormément là. Tout est fait pour qu'on soit dans la dualité, dans les oppositions. J'ai pas envie de nourrir ça. Et en fait, je pense que le monde a besoin. C'est une femme que j'aime beaucoup, qui Lena Sato, qui c'est une apnéiste qui voyage avec les dauphins, qui dit la mer a pas besoin d'être sauvée, la mer MER. Elle a peut-être besoin d'être aimée. Et j'ai envie de dire peut-être que le monde a besoin d'être aimé. Attends, je t'entends plus, Tara. Je regarde si c'est bien. Tu m'entends? Ah, super, ouais, c'est bon. Ok. Oui, j'ai dû rancher mon téléphone, j'avais plus de batterie. Mais merci beaucoup, c'est super beau comme phrase pour terminer, je trouve. Le monde a besoin d'être aimé, surtout en ce moment, ça me parle bien parce qu'on peut avoir envie de... Moi, je peux avoir cette tendance-là à rejeter et à vouloir aller me réfugier en haut sur ma montagne et à me couper un Mm. peu du monde parce que pff, ouais, il me plaît pas trop. Et donc merci, ça me fait du bien d'entendre ça. Mm. Bah, merci à toi. Merci à toi. Et peut-être une dernière chose pour les personnes qui nous regardent et qui auront envie d'aller voir la plateforme Pawa. Et dans mon atelier, je prends le temps d'expliquer ces 4 phases dont je vous parlais. Le fait que notre cerveau est capable de comprendre la construction de notre société en mode simple, en mode compliqué, en mode complexe, en mode chaotique. Et en fait, l'expérience que je propose dans l'atelier, c'est vraiment à travers une pratique, d'aller voir pour vous comment vous ressentez ce chaos, comment vous pouvez développer votre système nerveux sensitif pour créer des nouveaux repères, même si ça bouge à l'extérieur, que vous arriviez à sentir votre axe à l'intérieur et que ça, ce soit vraiment présent et stable à l'intérieur pour que vous puissiez traverser
quoi qu'il arrive à l'extérieur. Mm. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour tout ce que tu fais, pour cet échange et du coup pour ce contenu que tu partages sur Pawa, du chaos, du chaos destructeur ou du chaos créateur. C'est pas mal, du chaos destructeur au chaos Ouais, créateur. Ouais, c'est du chaos qui fait peur au chaos créateur. ouais, c'est ça. Je mélange toujours les deux. Mais merci pour tout ça et puis bah j'espère qu'on se recroisera un jour ou l'autre sur Pawa ou ailleurs. Avec plaisir, oui, mais surtout que j'ai proposé le mois dernier un cercle Oui, d'empowerment avec la communauté Pawa et on avait vécu un chouette moment, donc je vais peut-être en reproposer ouais, dans les mois qui avec viennent. plaisir. Donc, mm. Mm. Merci à toi, Tara. Merci à vous toutes et vous tous. Karine, Silence MG, Mm. Marie, Flo, toutes les personnes que je découvre et les personnes que je connais. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Ouais. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.